Alors, hop, hop, voilà, donc avancer, reculer et puis une chose. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc, c'est la première fois que je fais cette présentation en français, donc j'espère que vous allez me comprendre. Donc, je m'appelle Michiel van Baarle et je suis un des cofondateurs de Miss Miyagi. Donc, qui est Miss Miyagi? Comme Michel l'a déjà dit, on dit qu'on est un promoteur immobilier alternatif, et alternatif pour deux raisons. Le premier, que c'est nous faisons ça comme fournisseur de services. Ça veut dire qu'on ne va pas investir nous-mêmes, mais on va aider des organisations ou des projets pour construire des projets. Et le deuxième, c'est qu'on fait ça que pour les projets avec un but social. Donc, on a une équipe assez jeune. Et parce que on commence jamais avec une idée, avec un programme, et on commence des bâtiments qui sont là parce qu'on est spécialisé dans des projets de revalorisation complexes. Donc, on commence avec le bâtiment et on essaye de trouver des gens, des organisations qui peuvent faire quelque chose avec ce bâtiment. Donc, chaque année, on fait une trentaine de projets en Flandre et on essaye de travailler full service, ça veut dire on fait des concepts pour des organisations, on fait des business plans, on cherche des architectes, on cherche des contracteurs, mais parfois on travaille aussi sur un défi spécifique sur un projet. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont toujours des bâtiments extraordinaires et historiques. Ce qui est important, parce que ce sont des bâtiments complexes, on ne peut jamais faire ça nous-mêmes. Donc, on essaye de travailler en partenariat avec beaucoup d'architectes, fiscalistes. Hier, j'étais sur une convention quelqu'un a fait un mapping de tous les acteurs et on a plus que 40 acteurs autour d'un projet comme ça qu'il faut travailler ensemble avec. Mais même, on a aussi créé 3 organisations de sœurs. Ce sont des sociétés différentes qui font une action spécifique comme Stadsmakersfonds que je vais expliquer pour le financement de ce projet. Donc, je vais vous montrer 3 projets. 2 projets à Louvain que vous pouvez aussi visiter et le seul projet que nous faisons en Wallonie que je voulais aussi partager avec vous. Donc, le premier projet, c'est De Hoorn. En fait, c'est dans le quartier Vaartkom que Luc avait expliqué. En fait, c'est l'ancienne brasserie. Je vais juste faire le timer pour être sûr. Donc, en fait, c'est l'ancienne brasserie de Stella Artois. Chaque année, le bâtiment a 100 ans. C'est correct en français? 100, oui, 100 ans. Donc, ça a été vide depuis 25 ans parce que c'était trop complexe pour des promoteurs traditionnels pour redévelopper. Il y avait tous les problèmes, mais aussi la beauté, mais donc tous les problèmes on s'appelle ça, amiante et pourriture du béton, mais surtout un défi sur l'espace utile parce qu'il y avait plein de machinerie dans le bâtiment. Donc le bâtiment a été acheté par 7 entrepreneurs et la plupart des entrepreneurs étaient directeurs d'une profession créative. Donc ils n'ont pas acheté le bâtiment pour faire un projet immobilier, mais pour l'utiliser eux-mêmes. Et donc le programme, c'était de créer un espace pour travailler, mais surtout d'avoir beaucoup de bureaux ensemble pour aussi renforcer cet écosystème des bureaux créatifs. Et on a vraiment réutilisé tous ces espaces entre ces machineries parce que ce sont des endroits inspirants, donc c'est intéressant pour des bureaux créatifs. Et on a ajouté un restaurant et un café pour que le bâtiment soit public et accessible. Et ce qu'on fait beaucoup, que dans les salles les plus, comment on dit,
représentatif du bâtiment, on essaye de faire des événements parce que c'est le plus public que possible. Donc c'est vraiment un mix de 3 programmes, coworking, grand café et événements. Mais ce qui est intéressant, parce que les entrepreneurs sont aussi l'utilisateur du bâtiment, ils ont une relation tout différente avec le quartier. Même ici à De Hoorn, c'est De Hoorn qui a créé l'association du quartier. Normalement, c'est le promoteur qui est en conflit avec l'association de quartier, mais parce que les investisseurs sont aussi l'utilisateur, ils ont aussi une raison pour investir dans le quartier. Donc, on a même fait dans ce processus qui prend beaucoup de temps, travailler ensemble avec une organisation sociale pour créer un parc temporaire ensemble. Donc, le bâtiment a été construit en 2 phases. Donc, la première phase était 6000 mètres carrés entre 2007 et 2015. Et on a construit une deuxième phase entre la première phase était 2007 et 2012, donc 5 ans, et la deuxième phase entre 2015 et 2020. Et c'est vraiment, on a doublé le mètre carré, donc c'est un projet de à peu près 12 000 mètres carrés, 22 millions d'euros, qui a été construit sans promoteur immobilier. Et donc c'était moi qui a représenté la société avec ces 7 entrepreneurs qui, à ce moment, ils ont 25 entrepreneurs dans cette société. Donc, c'est pas un coopératif, mais ça fonctionne un peu comme un coopératif. Et dans la deuxième phase, on a ajouté une résidence short stay à court terme, donc pour les expats, parce qu'on voulait bien créer un bâtiment, un espace qui soit vivant 24/7, donc chaque moment de la semaine. Ce qui est aussi intéressant, que ce n'est pas juste un projet immobilier, mais aussi au niveau de l'exploitation, il faut être créatif ou innovatif pour qu'un bâtiment comme ça fonctionne. Par exemple, on essaye d'ouvrir les espaces les plus intéressants ou partager les espaces les plus intéressants. Et pour ça, on a créé un nouveau business plan que les locataires, en fait, ils ne louent pas des mètres carrés, mais il y a un prix par personne. Donc, il y en a 500 personnes qui travaillent dans ce bâtiment et ils payent tout 300 € par mois. Et pour ça, ils ont un bureau privatif, mais ils ont aussi un accès aux plus que 2000 mètres carrés qui est partagé. Et ce 2000 mètres carrés est plutôt les espaces plus intéressants. Donc, ce sont des salles de réunion, des salles pour manger, tout ça. Et même quand quelqu'un est dans la résidence, il peut aussi utiliser les espaces de bureau ou aller manger quelque part. Donc, c'est vraiment l'idée d'utiliser le bâtiment ensemble et créer un espace vivant. Donc ça, c'est une image du premier phase. Donc il y avait encore un parking et sur la deuxième phase, on a ajouté un volume, mais qui aussi respecte encore le bâtiment historique. Là, le nouveau bâtiment a été construit avec des pierres récupérées parce que c'était aussi un peu un choix comme on dit, activiste ou philosophique, parce qu'il y a plein de bâtiments qui ont été détruits dans cette zone. Donc, on voulait faire un statement, de dire que peut-être on peut, nous, réutiliser les pierres qui étaient démolies. Donc, quelques images. Maintenant, tout le monde connaît l'idée de coworking, mais à l'époque, en 2007, c'était vraiment innovant. Et aussi au niveau technique, je ne vais pas vous expliquer, c'est vraiment très innovant. On utilise le fait que le bâtiment est si lourd avec tout le béton pour créer le free cooling. Ça veut dire que pendant la nuit, on va couler avec l'air le bâtiment et le frais reste dans le béton, donc il n'y a pas d'air conditioning dans le bâtiment. Donc même au niveau technique, c'est vraiment exceptionnel. Juste dans quelques images. Donc aussi Mismiagi, nous avons notre bureau
à De Horen. Donc il y a à peu près 20 salles de réunion qui sont partagées, mais qui sont même utilisées par des organisations externes pour des événements et tout ça. Donc ça fonctionne très, très, très bien. Ce sont des images des résidences. Ce qui est intéressant là, c'est la vue sur Stella Artois, donc le nouveau brasserie. Donc on essaie aussi de garder cette relation entre l'ancien et le nouveau brasserie. Deuxième projet à Louvain, au niveau de budget, c'est le plus petit qu'on a jamais fait. Donc le premier projet, c'est 22 millions d'euros. Deuxième projet, c'est un projet temporaire de 400 000 euros. Et les autres projets sont un peu entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est un projet tout différent, mais la stratégie est un peu la même. Donc, c'est quoi l'histoire? On est ici sur le Centrale Werkplaats, que nous allons aussi visiter avec Luc. Et comme Luc vient de dire, on sait très bien comment construire des logements, mais après, on ne sait pas ce que nous pouvons faire avec le patrimoine. Donc, la ville de Louvain est le propriétaire du site et aussi le propriétaire du patrimoine. Et cherchait des partenaires pour le développer, mais il ne trouvait pas. Donc, moi, j'habite dans une des maisons, là, je ne sais pas. Non. C'est où le... Non, tu es là. Ah, ok. Bon, moi, j'habite ici. Et donc, avec Miss Miyagi, on a proposé à la ville d'utiliser une stratégie alternative avec un développement temporaire. Et on a même dit aux villes que nous croyons que nous pouvons faire un projet qui soit autosuffisant au niveau financier quand nous avons le bâtiment pour 5 ans gratuit. Donc la ville a dit, OK, bon, peut-être on peut essayer. Donc ils ont fait des petits travaux au niveau du toiture, mais juste ça. Mais ils ne pouvaient pas justement donner le bâtiment à nous. Donc ce qu'ils ont fait... Ah non, je rate encore une autre chose. Donc quand nous habitions là au début, il n'y avait pas encore un projet d'un parc public. Donc avec le quartier, on a aussi demandé aux villes que si ce n'est pas possible de faire un parc temporaire, parce qu'on avait l'expérience à De Horen que ça pourrait être intéressant. Donc on a en fait commencé avec un parc temporaire et on a demandé à tous les gens qui habitent là, qu'est-ce que vous voulez dans ce parc, et on a pris 2-3 ans pour construire le parc. Donc, en fait, l'activité de construire le parc était plus importante d'avoir le parc. C'était aussi un moyen de se rencontrer, travailler ensemble. Mais c'était un très grand succès. Même maintenant, le parc est encore là et c'est même plus populaire que le parc permanent parce que ce sont les gens qui l'ont construit. Et de là, on commençait de rêver, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose dans les bâtiments non plus. Donc ça était la situation des bâtiments. Donc c'était la ville qui a travaillé juste des trucs comme ça, ils ont réparé, mais à l'intérieur, ils n'ont rien fait. Et donc ça c'était donc on a fait une proposition aux villes que, disons qu'on peut faire quelque chose comme ça. Est-ce que ça ne sera pas intéressant? Et on croit qu'on peut trouver les moyens financiers et faire un business plan. Donc, ils ont dit oui, ça va, on va l'essayer. Donc, ils ont créé un dossier ou un appel aux citoyens qui veut faire quelque chose avec ce bâtiment, mais ce qui est important, c'est les citoyens ou les organisations doivent créer le projet eux-mêmes. Donc, il faut vraiment gérer tout le projet. Il ne faut pas juste demander un espace, mais il faut créer tout le projet, trouver le financement et tout ça. Et après, ils ont fait aussi des speed dating, donc ils ont invité toutes les organisations dans le bâtiment et les organisations peuvent rencontrer l'un à l'autre. Et donc, avec Miss Miyagi, nous étions aussi là et on a dit on peut vous aider, toutes les organisations, à créer un projet. Donc, on a fait une coalition avec quelques locataires ou quelques sociétés
qui étaient intéressés. Et on a soumis un dossier et on a gagné le projet. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une société sans but lucratif avec les locataires. Donc, et c'est cette société qui devient le promoteur du projet. Et donc, après qu'on a soumis le dossier et on a gagné le concours, on a aussi présenté le projet au quartier pour deux raisons, parce qu'on cherchait encore des locataires, mais le deuxième était que on avait déjà l'expérience à De Hoorn que parfois c'est intéressant de chercher les moyens financiers avec des acteurs qui ont un intérêt dans le projet qui soit plus que financier. Donc, à De Hoorn, ça a été le directeur des bureaux créatifs. Ici, on trouvait que peut-être c'est le quartier. Donc, on avait l'ambition de financer ce projet par le quartier. Donc, on a présenté le projet, on a dit on a besoin de 400 000 euros et nous voulons ramener ou collectionner dans le quartier la moitié. On va demander à une banque Triodos pour doubler ce que nous pouvons ramener, c'est ça? Ramener, oui, dans le quartier. Et donc, on a demandé des lening, oui. Non. Emprunter. Oui, mais donc on a essayé d'emprunter 2 500 euros, 5 000 euros et 10 000 euros. Donc, c'était trois tranches qu'on a demandé. Donc, entre 2 500 euros et 10 000 euros. Et donc, sur une période de moins que 2 semaines, on avait les 200 000 euros dans le quartier. Et donc, Triodos Bank a doublé cet argent. Donc, on avait l'argent pour faire le projet. Et puis, on a construit le projet avec le quartier. Donc, on a fait le projet sur 4 mois. Donc, on a commencé le mois de juin et on a ouvert le mois de septembre. Donc, on créait un espace, un café pour travailler. Donc, tous les gens avec le quartier pouvaient y aller avec ses enfants et faire la peinture et faire un peu de bricolage. Et avec M. Miyagi, on avait des spécialistes qui pouvaient aider les gens du quartier. Donc, c'était vraiment un truc participatif extrêmement, à tout niveau, donc financier, pour les travaux, un peu tout ça. Vous voyez des images, ce qui est important parce que le bâtiment n'est pas isolé, on cherchait des programmes qui n'avaient pas besoin d'une température élevée. Donc, on cherchait des organisations de sport ou des organisations qui travaillent avec le feu, ça veut dire de faire la cuisine, faire le café, la boulangerie. Donc, c'était vraiment le matchmaking entre les défis du bâtiment et les utilisateurs. Donc, ça, c'est les gens qui ont construit un parcours de freerunning qui est maintenant le parcours le plus intéressant au monde. Ils organisent le championship européen dans ce sens. C'est vraiment incroyable. Ils ont construit tout ça eux-mêmes, les jeunes. Et donc, maintenant, Hall 5, c'est un mix de toutes les fonctions. Donc, c'est des salles des événements, je peux vous montrer. Salle des événements, il y a une épicerie sociale qui travaille avec un système de double prix. Il y a un food court avec des organisations qui peuvent tester le concept de food. Ils ont des espaces de mouvement pour les petits et les grands. Il y a l'agricole urbain. Donc, c'est vraiment un espace merveilleux. Quelques images. Vous avez vu cet espace avant. Donc, même maintenant, il y a des gens qui font leur mariage dans cette salle. Et ce qui est intéressant, c'est maintenant, on est dans l'année 6, donc on a déjà eu plus que 5 ans et c'est vraiment un grand succès. Aussi, au niveau financier, on a remboursé tout l'argent qu'on a prêté. Donc, ça a vraiment réussi tous les buts qu'on a proposés. Et maintenant, on pense de construire un projet
permanente de cette initiative bottom-up temporaire. Ce que je voulais aussi présenter, c'est cette image. Donc, vous connaissez l'idée de New European Green Deal de l'Union européenne, mais ça a aussi une traduction spatiale qui s'appelle New European Bauhaus. Et ce qui est intéressant, il y a quelques mois, ils ont créé un boussole, un boussole, oui, avec six, pour expliquer ce qui est important dans leur vision de durabilité. Ils ont créé six paramètres ou 6 critères, donc ça doit être durable, ça c'est plutôt le niveau technique. Together, ça veut dire inclusion, il faut travailler ensemble et les projets soient accessibles. Donc beautiful, il faut travailler avec la beauté. Et les autres critères sont des critères de processus qu'il faut travailler participatif, transdisciplinaire et multilevel, ça veut dire qu'on travaille avec des gouvernements ensemble. Et ce qui est intéressant, pour expliquer cette boussole, ils ont utilisé des projets partout en Europe, mais ils ont utilisé HAL 5 pour expliquer, et ils ont donné le maximum de score sur les 6 critères. Ce qui est étonnant pour un projet qui est encore, quand il pleut, ça pleut dedans, mais ça montre que maintenant, même en Europe, on a une nouvelle vision sur durabilité qui est vraiment plus holistique. Ce n'est pas juste un truc technique, mais c'est aussi une manière de travailler ensemble avec le quartier et intégrer des ambitions sociales et culturelles dans un projet comme ça. Donc avec De Hoorn, on a reçu le prix Europa Nostra, qui est le prix de l'Union européenne pour le patrimoine culturel. Donc c'est un des prix les plus hauts qu'on peut gagner. Mais donc même avec ce projet de HAL 5, on a reçu aussi un prix européen, même si les projets sont assez différents, mais la stratégie, c'est toujours la même. On commence avec le bâtiment et on essaie de créer une valeur ajoutée pour le quartier et tout le monde. Donc ça, c'est HAL 5. Donc ce que nous avons fait après, on pensait que cette stratégie de essayer d'attirer des moyens financiers avec des gens qui ont un intérêt dans les projets, que c'est intéressant, mais nous faisons ça toujours pour chaque projet et on ne peut pas prendre quand le projet a réussi ou on ne peut pas prendre l'argent pour créer un autre projet. Donc on voulait peut-être créer un nouveau instrument pour financer ce genre de projet. Et quand il y a un succès dans un projet, on voulait utiliser ce moyen ou le profit pour commencer un autre. Donc, on a demandé une subvention à Flandre pour créer un nouveau instrument et on a travaillé 2 ans sur ça avec des fiscalistes et tout ça. Et donc, on a créé, fin de 2020, Stadsmakersfonds. Donc, c'est quoi Stadsmakersfonds? C'est un fonds coopératif qui va investir dans les bâtiments. Parce qu'avec Miss Miyagi, on ne va jamais investir, ce qui est très important parce que on voulait vraiment couper notre raison pour travailler sur un projet, ce n'est pas pour le profit. Donc on donne des services, mais on n'a pas une liaison financière avec ce projet, ce qui est très important pour nous. Mais quand on cherche les manières financières, il faut avoir de l'argent. Mais pour ça, il faut aussi créer un instrument qui peut intégrer toute cette vision sociétale dans le fonds. Donc le fonds, c'est un fonds coopératif pour faire revivre des bâtiments. Et ce qui est spécial sur le fonds, c'est qu'il ne cherche pas le profit financier maximum, mais il va essayer de créer une valeur ajoutée qui est financière, mais aussi sociale et personnelle pour les gens. Donc c'est très explicitement. Donc quand il y a un très grand profit dans un projet, ce n'est pas pour les actionnaires,
il y a une partie qui est pour les actionnaires, le reste de l'argent reste dans le fonds pour réinvestir dans les projets sociétals. Dans tous les projets, on essaye de connecter les gens ou les bâtiments avec le quartier et on pense à long terme. Donc, ce n'est pas l'idée d'acheter, refaire et vendre, mais vraiment de créer un projet qui peut rester sur site. Comment ça fonctionne? Tout le monde peut acheter des actions du Stadsmakersfonds et c'est Stadsmakersfonds qui va investir dans des projets. Et comme tous les promoteurs d'immobilier, ce projet, ils sont structurés dans des sociétés séparées. C'est pour diminuer un peu le risque entre les projets, mais pour nous, c'est très important parce que nous voulons, dans cette société, attirer des partenaires du projet. Parce qu'avec Stadsmakersfonds, on veut vraiment travailler ensemble avec des organisations comme vous avez vu à De Hoorn et à HAL 5. Donc à ce moment, après 2 ans, on a déjà attiré 3,5 millions avec à peu près 150 actionnaires. Donc ça commence de 5 000 € qu'on peut investir et le maximum à ce moment, c'est 500 000 € qui a investi par la Fondation Roux-Baudouin. Donc c'est vraiment un mix des gens comme vous et nous et des sociétés qui trouvent que c'est important de faire financier un projet sur une manière comme ça. Donc, si quelqu'un est intéressé, tu peux devenir actionnaire en 5 minutes. Il faut juste scanner, je ne sais pas, ou aller sur le website. C'est très vite et le groupe des gens est très, très, très intéressant. Donc, c'est ça aussi un des valeurs ajoutées personnelles, c'est qu'on peut visiter le projet, mais aussi le groupe des actionnaires qui est ici, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, à ce moment, on fait avec Stadsmakersfonds déjà 4 projets. Je ne vais pas vous expliquer les 3 autres, mais le dernier projet, c'est le seul projet que nous faisons en Wallonie. C'est à Viruinval où on a acheté une ancienne tannerie, donc aussi un bâtiment industriel, pour créer un espace d'écotourisme. Je vais vous montrer. Donc, c'est un espace incroyable, vide depuis la Deuxième Guerre mondiale, faut le faire, dans un endroit donc près de Couvin. Mais ce qui est intéressant, c'est au milieu du nouveau parc national entre Sambre et Meuse, qui est important pour nous. Donc dans la région, donc on est entre le beau village de Nîmes et Dourbe, donc c'est un peu à côté de Couvin et Mariembourg qui est ici. Et c'est un endroit au niveau de, surtout biodiversité incroyable, donc il y a la fonderie des chiens là, mais même à côté de notre bâtiment, il y a Roche à l'Homme, donc il faut vraiment aller là une fois. Donc c'est un site historique, industriel, une ancienne tannerie, donc tout le monde sait déjà beaucoup de problèmes de pollution et autres problèmes. Des images très bonnes, donc on est en train de collectionner beaucoup de cartes postales comme ça parce que ça nous aide de reconstruire l'histoire un peu. Quelques images. Donc, le projet, à ce moment, ça a un titre provisoire, La Confluence, parce qu'en fait, c'est aux confluences l'eau blanche et l'eau noire, et c'est là où le Viruin s'origine, en fait, aux confluences. Comme vous voyez, beaucoup de problèmes et beaucoup de beauté. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de choses qui restent, donc pas de machinerie. Beaucoup de ruines sur le site, mais en même temps, c'est vraiment un espace vraiment de beauté. Mais aussi des problèmes. Donc, comme nous savons, il y a un problème de pollution, comme toutes les tanneries. Donc, on a pris 2 ans avant d'acheter pour faire des études avec des spécialistes pour comprendre ce qui est dans le sol. Un deuxième grand problème, c'est une zone d'inondation. Ce qui est intéressant parce que pour dépolluer, il faut toucher le sol
Et le règlement pour l'inondation, c'est il ne faut pas toucher le sol. Donc ça explique dans tous les projets, tous les avis des administrations sont par définition en conflit. Donc c'est très difficile pour créer un projet dans cette zone, mais il faut faire quelque chose. Donc on essaye de faire quelque chose. Donc comment on le fait avec Miss Miyagi, c'est dans l'étude de faisabilité, on travaille toujours avec des scénarios pour comprendre ce qui est possible et aussi pour parler avec des gens, des administrations, des investisseurs, pour montrer ce qui est possible et de négocier un peu ça. Donc, avant d'acheter, le plus grand problème, c'est qu'on va investir beaucoup dans le bâtiment. Donc, ça, c'est un projet d'à peu près 10 millions d'euros, entre 8 et 10 millions d'euros. Un projet de hospitalité, donc le risque est incroyable, les banques n'aiment pas, donc il faut vraiment chercher un moyen d'attirer des gens chaque jour d'année. Donc on ne peut pas faire juste un hôtel pour des familles parce que le mardi, le mercredi, ils n'ont pas de famille en Ardennes. Donc pour les scénarios, on a travaillé sur 3 scénarios, disons que OK, le site est la destination, donc il faut créer un endroit qu'on peut aller avec des groupes et rester là, peut-être plus longtemps. La deuxième stratégie, c'est non, ce n'est pas le site, c'est l'environnement. Et le site doit être un porte-entrée pour l'environnement. Donc ça, c'est plutôt pour le week-end et pendant les vacances. Et le troisième, on dit non, c'est les activités sur le site qui est la destination. Et en général, nous ne choisissons pas un scénario, mais on fait donc on a vraiment fait, je ne peux pas vous montrer, on a fait 3 projets au niveau architecture, au niveau de business plan. Et avec ce projet, on voit ce qui est possible et pas. Et après, on va faire une combinaison des 3 projets. Donc ça, c'est l'idée de combinaison. C'est d'avoir un espace de restaurant et salle des événements ici, au rez-de-chaussée, et des chambres au haut, mais aussi même sur les étages, avoir des espaces communs pour accueillir des groupes, pour rester là. Et créer aussi un petit espace ici pour des événements. Donc on a un porte-entrée, on a un refuge et on a aussi un espace pour des événements. Donc on est flexible dans l'exploitation, on essaye d'attirer les gens chaque jour d'année. Donc ça, c'est le travail qu'on fait chez nous à Miss Miyagi. Après qu'on a décidé avec ça d'acheter, et après cette étude de faisabilité, ça devient le briefing pour l'architecte, parce qu'on n'a pas l'architecte nous-mêmes, mais c'est important, avant d'attirer un architecte, de savoir bien ce que vous voulez. Et de définir aussi, OK, on a besoin de 100 lits, 30 chambres, un peu comme ça. Parce que les architectes ont besoin de cette briefing. Donc avec le briefing, on a créé une compétition d'architecture. Ce qui est intéressant, surtout sur les projets de Stadsmarktstone, il y a plein de très bien architectes qui sont intéressés. Donc on avait 20 équipes intéressées. On a fait un petit concours avec 5. Et donc le consortium qui a gagné, c'est BC Architects, qui ont aussi travaillé sur l'UMA, à Arles, que vous avez vu. Ils sont spécialisés aux matériaux locaux et économie circulaire. Et ils travaillent ensemble avec Jonathan Tuckey, c'est un bureau de design de Londres, qui sont spécialisés dans le projet hospitalité dans le patrimoine. Mais ce qui était important pour nous, c'est d'intégrer déjà au début les ingénieurs structurels, ingénieurs techniques et même un biologue dans le team parce qu'on est là au milieu du parc naturel et un spécialiste de sol. Donc c'est vraiment une équipe de A-team très 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 fort, ce qui est intéressant pour nous et très engagé. On travaille sur le site de temps en temps. Et donc maintenant, ils sont en train de faire les études plus en détail. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, l'inondation? Le biologue a fait un inventaire sur le site. Il y a presque 200 espèces de plantes sur le site, sur notre site. C'est vraiment incroyable aussi pour comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas perturber trop ou même renforcer la biodiversité sur le site avec ce projet. Au même temps, au début, donc c'est impossible de créer un projet comme ça. Il faut vraiment examiner tout et puis parler avec tout. Donc, on travaille sur tous les thèmes au même temps.
Donc au niveau de structure, au niveau de technique, comprendre aussi ce qui est possible, aussi parce qu'il n'y a pas un raccordement au système de riolering, de dégoût. Donc c'est très complexe. Et donc ça, c'est une image du master plan, que nous voulons vraiment garder le paysage qui est là, vraiment garder les bâtiments, ajouter à peu près rien, presque rien, et aussi garder cet esprit qui est très brut et cet esprit des ruines. Même il y a l'ambition de peut-être quand on va installer une piscine, que peut-être on peut installer cette piscine dans une des ruines, ce qui est juste au niveau de beauté plus intéressant. Aussi au niveau de bâtiment, on essaye d'ajouter le moins que possible. C'est juste le bâtiment est vraiment très long, mais small. Yeah, pas étroit, donc très étroit. Donc ici, nous devons ajouter juste un petit espace ici pour le restaurant, mais ça crée aussi l'idée qu'on peut avoir une zone publique au rez-de-chaussée et avoir des refuges, des chambres en eau avec une terrasse privée. Donc ça, en même temps, on crée deux opportunités et juste quelques images des références. Et pour montrer, donc juste à ce moment, c'est un projet qu'on dit au moins 8 millions d'euros. Et nous faisons comme ça qu'on cherche la moitié nous-mêmes. Et nous-mêmes, ça veut dire c'est Stadsmakersfonds qui va investir au moins 1 million. Ça peut être un peu plus, mais on essaye d'attirer les partenaires du projet. Ça veut dire peut-être quelqu'un qui ne savent plus d'exploitation ou du tourisme pour faire le projet ensemble. On essaye d'attirer des investisseurs à impact ou des investisseurs à public comme Namur Invest ou des autres. Et pour le business plan, on a aussi besoin de 1 million d'euros de subvention. Donc, on est encore en train de chercher. Donc, quand il y a quelqu'un ici qui peut nous aider, parler avec moi. Et après, on cherche le crédit bancaire pour la moitié. Donc, on a déjà soumis une subvention avec AWAP, mais on a raté, ce qui est dommage. Mais donc, on essaye encore de trouver de nouvelles subventions. Pour finir, ce que nous faisons aussi, c'est d'essayer, comme dans les autres projets, déjà le projet si vite que possible. Donc, ils ont des étudiants qui vont travailler sur le site. En fait, ils ont commencé cette semaine. Donc, le premier semaine, au début de l'année, ils vont faire des recherches sur des matériaux locaux et comprendre quelles organisations sont là. Et fin de l'année, ils vont, avec ce matériau, faire un design pour une cabine. Et l'idée, c'est peut-être l'été prochain, on peut construire avec ces étudiants ce cabine sur le terrain et les coopérateurs peuvent déjà louer ce cabine pour rester sur le site. Donc, on pense vraiment en des cercles, de créer des relations entre projets, actionnaires, étudiants, locataires, matériaux locaux, tout ça. Donc, maintenant, on est dans une phase, donc les architectes ont fait le premier esquisse. Et maintenant, esquisse. Et donc maintenant, on prend jusqu'au fin de l'année pour utiliser cette présentation pour parler avec tous les partenaires, peut-être trouver les subventions, trouver les autres investisseurs, parler avec aussi l'administration de patrimoine, l'administration de inondation pour essayer de créer un projet qui soit acceptable pour tous. Donc, ça était mon histoire de deux projets spécifiques de patrimoine industriel. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup pour cet exposé brillant, rafraîchissant, porteur d'avenir, etc. Voilà, disons qu'on va passer la parole.